les archives générales du royaume à Bruxelles. Donc quelques éléments tirés à gauche à droite ont servi à faire cette présentation. Alors, les disséquer en plusieurs points, je fasse, je vais pouvoir. Alors, après la découverte de minéraux de cuivre en Zambie et en RDC, le Portugais qui était déjà présent en Angola ont trouvé là l'opportunité de pouvoir faciliter l'évacuation de ces minéraux qui ont la particularité d'être gros en volume et qui pèsent également beaucoup. Et donc, les Portugais ont compris qu'il y avait là une manière de gagner un peu d'argent en faisant un chemin de fer qui partirait de Lobito, donc Benguela, jusqu'à la frontière de la RDC, notamment du côté de Luanda. Mais cette présentation, essaie de faire une petite historique, juste pour vous donner quelques éléments. Alors, ce qu'il faut dire là, c'est que comment ils pouvaient déjà savoir qu'il y avait des minéraux. En fait, les Portugais et les Belges, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas eu besoin de faire des travaux exploratoires, travaux de prospection, pour savoir qu'il y avait des minéraux de cuivre. Parce que dans le Katanga précolonial, il y avait ce qu'on appelait la civilisation du cuivre. Donc, il y avait dans de petits ateliers une sorte de métallurgie artisanale du cuivre. Et ce cuivre était préparé dans des petits ateliers qui étaient exportés jusqu'au Ghana. En Côte d'Ivoire, vous pouvez pour cela lire les travaux de Serge Lera. Vous trouvez également dans le rapport que je trouvais dans les archives africaines, vous avez là-dedans le rapport de l'Union minière du Haut-Katanga. En fait, quand ils sont arrivés au Katanga, ils ont trouvé qu'il y avait une population qui avait connaissance du cuivre et qui avait développé une véritable civilisation du cuivre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ils se disent, mais ici, nous arrivons, on est déjà informé qu'il y a les minéraux de cuivre qui existent. Et ils vont précipiter, les Belges vont précipiter un explorateur, Jules Cornet, pour aller approfondir les explorations et les prospections du cuivre dans le Katanga. Et dans le Kasaï, ça ne sera pas Jules Cornet, il va envoyer son élève qu'on appelle Young, qui va découvrir le diamant du Kasaï. Le fait marquant, c'est qu'étant donné que, au départ, les explorateurs ont mis l'accent sur le fait qu'il y avait le cuivre, ça va compliquer les négociations sur le tracé de frontières entre la Zambie, qu'on appelait la Rhodésie, et le Congo belge. C'est une frontière dont les discussions se faisaient au millimètre près. Pour le Belge, donc ça, il faut intégrer au Congo. Pour les Britanniques, c'est ainsi que vous allez voir que de toute la frontière congolaise, la frontière de la Zambie est la plus compliquée en termes de... Voilà, c'est zigzagué, c'était des discussions au millimètre près. Et ces discussions étaient, si vous voulez, motivées par la présence de minéraux de cuivre qui étaient déjà... Parce que les Belges et les Britanniques ont eu l'information parce qu'ils ont trouvé si vous voulez, de cette métallurgie artisanale de cuivre, ils ont eu déjà l'information qu'il y avait la présence de minéraux de cuivre dans la région. Et donc, c'est cela qui va conduire, entre autres, le pouvoir colonial portugais à entrevoir de construire une ligne qui va permettre d'évacuer ces cuivres. Entre parenthèses, les Britanniques étaient déjà en train de construire également une autre ligne qui partait de l'Afrique du Sud, qui passait vers plusieurs pays, de boucher sur la Rhodésie, donc la Zambie. On avait donc là affaire à deux lignes. Une première ligne qui part de Durban et une deuxième ligne que le Portugais pensait être beaucoup plus proche parce qu'en termes de kilométrage, ça fait quelque chose comme 1000 km, alors que de l'autre côté, on est presque à près de 3000 km. Voilà un peu la géopolitique, c'est au moment-là où on est dans la géopolitique coloniale, mais qui est bâtie sur proximité géographique et qui a déterminé les frontières entre la RDC, donc la RDC d'aujourd'hui, et la Zambie. Bon,
Ces prospections, comme j'ai eu à le dire, ont été menées et ont débouché sur découvertes, entre guillemets, parce que la découverte de minerais était déjà faite par les autochtones. Du côté congolais, les travaux de prospection, comme j'ai eu à le dire, étaient entrepris par Jules Cornet. Et il a découvert des gisements importants de cuivre et directement le rapport était adressé à Léopold II. Léopold II a pris toutes les dispositions pour que les minéraux découverts ne puissent jamais lui échapper. Alors, le colonisateur portugais, qui était déjà présent en Angola, conçoit un projet de financement de cette ligne, mais le financement va être fait par un acteur privé. Et pour ceux qui connaissent comment on a constitué le capital de la GECAMI, il y a une entreprise importante qui était actionnaire de l'union minière qu'on appelait la Tanganyika Concession. Et donc qui a contribué pour beaucoup dans la construction de ces chemins de fer, alors Benguela jusqu'à la frontière de la RDC. Après plus de 25 ans de construction, le chemin de fer arrive à la frontière de la RDC, plus précisément à Dilolo, en 1929. Et cette ligne ferroviaire lie Lobito aux principaux bassins miniers du pays qui se trouvent enclavés. Et là, nous avons la RDC, notamment le Katanga, mais aussi la Zambie. Alors, revenons un peu en RDC. Dire que ce n'est pas seulement Lobito qui nous intéressait, et là, mon collègue, professeur Piana reviendra là-dessus, que Léopold II se disait, je ne vais pas seulement me contenter de Lobito, parce que quand vous dépendez seulement d'une voie d'évacuation extérieure, cela représente un grand danger. Le jour où le pays par lequel vous exportez vous ferme la porte, eh bien, la crise s'installe. C'est ainsi que Léopold II avait pensé, avait chargé ses conseillers de réfléchir sur la voie la meilleure pour évacuer les minéraux de la RDC. Et une proposition lui sera faite au-delà de lignes existantes. Les lignes existantes, c'est Durban, c'est Dar es Salaam. On va lui donner le conseil de construire un chemin de fer. Ah, les gens de derrière n'entendent pas. Alors, les conseillers vont mettre sur la table du roi Léopold deux options. La première, c'est relier le Katanga vers le point d'aboutissement de Benguela. À ce moment-là, c'était Dilolo. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est d'exporter par le port de Matadi. Et là, c'est cette deuxième option, c'est une option qui entrevoyait plusieurs modes de transport. Le ferroviaire, le fluvial, le ferroviaire, le fluvial, avec plusieurs options de charge. Et finalement, Léopold II va opter pour la voie qui semble la plus chère et la plus difficile. Pourquoi Léopold II a opté pour celle-là? Parce que Léopold II était dans l'optique d'une autonomie politique et infrastructurelle. Il faut que le Congo ait sa propre voie d'évacuation. Il faut que le Congo ne soit pas toujours dépendant de voies des autres. Quoi qu'il en soit, quoi que cela coûte plus cher, je préfère cette voie qui est une voie autonome, une voie interne. Il va donc choisir une compagnie qu'on appelle la compagnie des chemins de fer BCK. C'est pas Congo Katanga, c'est cette compagnie qui va être chargée de construire ce chemin de fer, mais aussi de le financer en partie. Et BCK, c'est un conglomérat, une sorte de financement en partie français, en partie belge. Et ça, ce n'est pas ce que je vais dire aujourd'hui, ce qui m'a été donné, mais en contrepartie, on va lui donner une concession foncière. Dans cette concession foncière, plus tard, on retrouvera le diamant de la Nipa et tout là, mais je n'ai pas été chargé de ça. Bon, les travaux ont commencé en 1920, puis vont être achevés un peu plus tard.
Alors, j'ai malheureusement une carte que je devais vous montrer, mais je crois que mon collègue qui a plusieurs cartes devra faire un effort pour que ces cartes puissent être vues par les... Voilà. Alors, le processus de décolonisation, ça c'est le 5e point, la géopolitique des conflits en Angola. S'il y a un pays en Afrique qui a connu un processus de décolonisation sanglant, c'est bien l'Angola. La guerre d'indépendance de l'Angola a été menée entre 1961 et 1975. 3 grands mouvements politico-militaires ont mené ce combat pour l'indépendance. Vous avez les MPLA, c'est le parti au pouvoir aujourd'hui, vous avez l'UNITA de Jonas Savimbi et vous avez le FNL. Et tous ces 3 se battaient contre les forces portugaises. Ils vont signer un contrat, un accord, qu'on appelle les accords d'Albor, en 1975. Et dans cet accord, les 3 mouvements conviennent de gérer le pays ensemble et d'organiser les élections de façon apaisée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Aussitôt après avoir signé les accords qu'on appelle les accords d'Albor, eh bien, les MPLA qui savaient qu'ils n'allaient pas gagner les élections attaquent Luanda, la capitale, et prend le contrôle avec le soutien de Cuba. Il prend le contrôle de Luanda, ainsi il met fin aux ambitions des autres partis qui pensaient pouvoir gagner les élections. Du coup, la guerre qui devait être une guerre contre le Portugais devient une guerre fratricide. Une grande guerre commence. Elle oppose un MPLA qui est soutenu par les Cubains et l'Union soviétique et l'UNITA. L'UNITA qui, de première vue, n'était pas d'obédience occidentale, a été obligée. Parce qu'il s'est dit, ben, les Russes sont déjà avec MPLA, moi je n'ai pas de choix, je n'ai qu'à aller de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des Occidentaux. Donc, être soutenu par les États-Unis d'Amérique. Une grande guerre va éclater. Cette guerre mettra plusieurs années. Et, malheureusement, cette guerre, parce que nous parlons de Lubito, va déboucher sur la destruction complète de chemin de fer qui était déjà construit. Et dans cette guerre, il y a eu des acteurs, non seulement internationaux, c'est-à-dire Union soviétique et États-Unis, il y avait également des acteurs européens, notamment la République sud-africaine. La République sud-africaine choisit de soutenir l'UNITA. Vous savez que ceux qui dirigeaient la République sud-africaine étaient des Britanniques en ce moment-là, étaient des Européens. Donc ils se mettent, ils se disent qu'avoir à côté les Soviétiques, c'est un risque, surtout qu'ils nous accusent de soutenir l'apartheid. Nous devons absolument combattre le régime socialiste qui est en Angola. Et la République sud-africaine a été le premier soutien régional de Savimbi. Et ce soutien est un soutien à la fois matériel et financier. S'il y a un mouvement qui a autant bénéficié des soutiens de Sud-Africains, c'était bien l'UNITA. Le deuxième soutien, c'est la RDC. La RDC, avec Mobutu, qui était déjà un pion de la CIA, s'est dit, mais je suis juste à côté des Soviétiques. C'est plus facile pour les Soviétiques d'accéder parce que ma frontière donne, donc je suis plus en danger que les autres. Je dois absolument soutenir l'UNITA. Et donc, la RDC va être également un soutien important de l'UNITA. Vous voyez donc comment la guerre qui a eu lieu en Angola a été une guerre non seulement des Angolais, mais aussi des Congolais et des Sud-Africains. Et vous allez comprendre pourquoi. Par après, quand tous ces soutiens vont être lâchés, alors Savimbi tombe, également beaucoup de temps, parce que tous ces soutiens géopolitiques sont partis. Et une partie de l'explication qu'on donne à la crise de la RDC aujourd'hui vient également de là.
Cette guerre va donc enterrer le projet du corridor de l'UNITA. Parce que l'UNITA occupe les régions qui sont frontalières de la RDC, mais aussi de la Zambie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils déterrent le chemin de fer et du coup, il n'y a plus, ils déterrent également le projet. Le projet du corridor est déterré et il n'existe pas. Vous savez que le soutien apporté par la RDC au mouvement UNITA, c'est un soutien réel, avec l'aéroport de Kamina qui était devenu une plaque tournante de l'approvisionnement de l'UNITA. Vous avez également la formation des unités armées de l'UNITA et ainsi de suite. Donc la guerre civile a fait sauter des ponts qui ont été construits au-dessus duquel passait le rail. Vous avez les locomotives, les wagons qui étaient dans la zone de l'UNITA, tout a été brûlé. Donc aucune infrastructure n'a subsisté, le projet a été enterré. Les trains arrêtent de circuler fréquemment entre Lobito et Katanga, c'est à partir de 74-75. Et entre 74 et 79, la Société nationale des chemins de fer perd 30% de son trafic, selon un rapport de la Banque mondiale de 1989. Et le professeur Piana va nous dire comment ce projet a été ressuscité, parce qu'il a été enterré avec les conflits armés en Angola. Donc voilà un peu présenté l'historique de ce chemin de fer, comment il est né, comment il a été détruit. Je ne parle pas de sa reconstruction, parce que ça c'est pas moi. Mais en conclusion, l'histoire du corridor de Lobito reste ancrée dans une géopolitique coloniale et néocoloniale dont les acteurs principaux sont les grandes puissances économiques mondiales. Le grand défi pour nous est qu'il devienne d'abord un corridor de peuples congolais, zambiens et angolais avant d'être au bénéfice de puissances extérieures. Je vous remercie.